Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième partie des nouveautés Azure édition printemps 2021, retour d'Ignite de début mars 2021. Je suis toujours accompagné de Pierre et donc nous attaquons cette seconde partie parce que la première partie durait déjà pas mal de temps, donc on vous l'a divisé en deux vidéos. Vous avez de la chance. Donc dans cette deuxième partie, eh bien, je vais passer la main à Pierre qui est allé à la musculation et qui va nous parler d'infrastructure as code. On va partir sur les nouveautés de Infrascode. Et là, on va parler de Bicep. Alors qu'est-ce que Bicep? Alors Bicep pour les Américains, c'est le truc qui fait fonctionner l'arme. Alors l'arme, c'est le bras en anglais, effectivement. Le bicep fait fonctionner le bras, ça c'est vrai. Mais en plus, l'arme en anglais aux États-Unis, chez Microsoft, ARM, ARM, Azure Resource Manager. Et là, du coup, la blague devient presque rigolote, hein. Surtout quand on sait que faire de l'arme, c'est faire plein de JSON, et que l'idée, c'est justement de faire quelque chose de plus simple. Voilà. Donc, maintenant que Stan nous a illustré un petit peu la blague Bicep, ARM, donc Bicep, en fait, c'est un nouveau langage. Donc, c'est un langage DSL. En fait, l'idée ici, c'est effectivement, c'est d'écrire une configuration dans Azure, plus facilement, d'accord, plus facile à lire. Et puis, effectivement, comme vous le savez, dans Azure, le langage natif, c'est le template JSON. Et donc est peut-être compliqué à écrire et puis surtout compliqué à lire, d'accord, par un être humain. Donc là, l'idée ici, effectivement, c'est d'inventer un nouveau langage, donc simple encore à écrire et surtout simple à lire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va écrire donc cette infrastructure. Donc, on parle bien ici d'infrastructure as code. On écrit son infra as code en bicep. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ben, ni plus ni moins, il va transformer le langage bicep en template JSON, d'accord? Et on va donner ce template JSON à la fabrique pour pouvoir déployer ses ressources. Donc, quand on fait du bicep, derrière, ce qu'il fait, hein, il génère un fichier JSON et on fait toujours de l'ARM. Donc, comme le concept, donc effectivement, on va manipuler des ressources, d'accord, hein, comme du template JSON, comme peut-être d'autres langages que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, comme Terraform, comme Ansible. On s'appuie toujours sur des ressources. Donc là, ici, on va s'appuyer sur des ressources de type provider. Donc là, ici, dans cet exemple, je vais aller chercher le provider de type stockage, d'accord. Une fois qu'on a dit la ressource que l'on souhaite utiliser, on va venir lui passer des paramètres, d'accord? Par exemple, un nom qu'on va rentrer en paramètre, on va peut-être le passer en variable, effectivement. Et puis ensuite, effectivement, une fois qu'on a déployé cette ressource, on a besoin d'informations sur cette ressource, puisque peut-être sur cette ressource, on aura besoin de l'ID de cette ressource pour pouvoir aller déployer une autre ressource en dépendance de cette ressource. Donc là, la partie output. OK? Donc ça, très simple. Pourquoi ça peut être bien? Ben, pourquoi ça peut être bien? Ben, parce que alors là, je vous ai mis des Jackie PC sur la gauche. Donc l'idée ici, c'est effectivement, c'est d'aller pousser des configurations dans Azure, mais sans avoir à gérer l'état de configuration. D'accord? C'est-à-dire que par rapport à d'autres solutions, vous êtes obligé de gérer un état de configuration quelque part. Donc là, ici, vous allez pouvoir le faire directement vous allez pouvoir déployer vos configurations sans avoir à gérer un fichier d'état de configuration. Et puis, comment on va le faire? Ben, simplement avec l'équivalent d'un what if pour pouvoir voir quand je vais aller venir appliquer une configuration, ben, je vais faire un what if de manière à voir ce que ça pourrait changer si j'applique cette configuration. D'accord? Donc ça, c'est une des choses plutôt bien. Et puis, ce qui est plutôt bien aussi, c'est assez rapide parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on écrit sa configuration en bicep, mais par contre, derrière, c'est converti en JSON. D'accord? Donc là, ben, le JSON, c'est très, très rapide puisqu'on va aller déployer directement ça dans Azure, le langage natif d'Azure. Alors Voilà. tu connais Bien sûr. mon attrait et mon appétence pour Je te Terraform. laisse. Je te laisse. Je te Donc laisse. effectivement, j'ai bien vu que tu ciblais Terraform quand tu disais qu'il y avait pas Ah, de fichier de configuration. Alors, ça a plein d'avantages le TF-state, mais on va pas rentrer dedans parce que c'est pas l'objectif de ce qu'on parle ici. Juste pour comparer par, contre, par rapport à la vitesse, par contre, là où c'est sûr, c'est que Biceps sera forcément normalement plus rapide que du Terraform pour la partie déploiement. La raison étant que Bicep génère de l'ARM et que de l'ARM, en fait,
On n'appelle pas des API REST pour créer les ressources qui sont définies dans la partie ARM. On envoie le fichier JSON ARM à la fabrique et c'est traité en local, à la différence de Terraform ou Ansible qui, eux, vont s'appuyer sur les API publics d'Azure et faire des appels en REST tout simplement. Donc la différence, elle est principalement là au niveau fonctionnel. Voilà. Voilà. Après, aussi, on aurait pu rajouter aussi pourquoi ça peut être bien. Moi qui utilise, alors moi je connais moins Terraform, hein, bien évidemment, je fais plutôt de l'Ansible. Quelque chose qui peut être bien aussi d'utiliser Bicep, c'est le fait des modules. D'accord? Puisque quand je fais de l'Ansible, pour déployer une ressource, peut-être que cette ressource est nouvelle, ben, il n'y a pas encore les modules pour pouvoir déployer ces modules pour Ansible, hein. Et donc là, effectivement, là, je m'appuie directement sur les providers natifs d'Azure. Donc, c'est aussi une bonne raison d'utiliser Bicep si vous utilisez un autre langage quand vous n'avez pas les modules. Voilà. Voilà. Les modules s'appelant le provider du côté Terraform. Effectivement, le provider Azure RM pour Terraform, il n'est pas toujours à 100% à jour par rapport à ce qui existe dans Azure. Simplement, c'est normal. Hein. Je veux dire, les ressources elles évoluent tellement vite que il faut faire des mises à jour. Regardez les changelogs, vous allez voir que ça bouge en permanence. Donc, si on veut vraiment travailler avec les dernières itérations, les dernières fonctionnalités qu'on peut avoir sur une API, là, on n'a pas trop le choix. On doit travailler avec le langage natif du fournisseur de cloud. En l'occurrence, ici chez Microsoft, c'est de l'ARM. Et l'idée de Bicep, c'est justement de ne pas écrire d'ARM. C'est d'avoir un truc un peu plus C'est lisible. ça. C'est ça. Et puis, si je fais le pendant d'Ansible, on appellera plutôt les collections Azure. Donc, là, s'il n'y a pas toutes les collections Azure, effectivement, on est obligé de passer sur ce genre de technique. Ok, parfait. Et donc là, ici, sur la gauche, je vais revenir un petit peu savoir comment on peut écrire une configuration Bicep. Ici, sur la gauche, vous avez une déclaration je sais pas quoi, d'un ressource group, puis d'un VNet. Et puis là, donc ça, c'est la partie gauche. Et puis sur la partie droite, c'est le what if, d'accord? Donc quand vous allez déployer un fichier Bicep, donc là, en haut à droite, je vois un fichier qui s'appelle main.bicep. Et puis là, j'ai un commutateur -c, peut-être qui pourrait s'appeler, c'est pour la partie compare, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui va se passer si j'appliquerais ce fichier de configuration. Donc c'est le fameux what if, d'accord? Donc là, effectivement, il me dit qu'il va me créer un virtual network et puis dans un ressource group. Et puis des choses, je supprimerai des choses. Donc là, pareil, avec un what if, je serai notifié. D'accord? Et puis ici, je rajoute des nouvelles ressources. Et puis, j'avais rajouté un compte de stockage à la main. Là, pareil que le what if, ça va fonctionner aussi. OK, voilà. Alors, l'objectif de ce langage, effectivement, c'est la facilité, donc la facilité à apprendre et puis la facilité à le lire. Voilà. Comme je vous l'ai dit ici, on s'appuie sur des modules ARM, donc voilà, ça, on l'a déjà expliqué. Par contre, effectivement, c'est pas un langage multi-environnement, hein. Avec Bicep, pour l'instant, on ne fait que de l'Azure, pas d'autre chose. OK. Alors, au départ, la version 1. La version 0. Excusez-moi, on était plutôt dans l'expérimental, d'accord? Ensuite est arrivée la V02 et depuis Insight à peu près, Innight, excusez-moi, pas Insight, Innight, c'est la version 0.3 et cette version 0.3, on va pouvoir avoir l'aide du support Microsoft puisque on supporte officiellement cette version Bicep pour vos déploiements, d'accord, en production. T'aurais pu mettre une bouteille de champagne, parce que franchement, c'est révolutionnaire, quoi. On supporte un truc, quoi. Ah Et, oui, c'est un truc de fou. Attends, bien sûr, bien sûr, bien sûr. non, mais pour le coup, c'est effectivement, on sort de l'expérimental, on rentre dans de la prod Oui, maintenant. voilà. Et théoriquement, là, dernièrement, ça devrait pas tarder une version 0.4. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie roadmap. Et puis, effectivement, il va y avoir des évolutions par rapport à ce langage à suivre, évidemment. Ma surprise, c'est que très rapidement, pendant la période d'Ignite, ici, pour les gens qui font du template ARM, effectivement, on a toujours la doc d'un provider. Par exemple, ici, c'est le Microsoft Compute Virtual Machine, donc le provider en JSON. Et puis maintenant, vous voyez, sur la droite, ici, on a maintenant la doc Bicep. Donc, c'est vraiment quelque chose. Donc, Microsoft a vraiment la volonté de pousser ce langage pour pouvoir déployer des ressources dans Azure. Alors, comment on installe tout ça? On installe ça de différentes manières.
la première chose, on peut l'installer, donc c'est multiplateforme, on va dire. On va pouvoir l'installer sur une plateforme Windows, on va pouvoir l'installer sur une plateforme macOS, on va pouvoir l'installer sur une plateforme Linux. Et puis depuis peu, qui est quelque chose de très pratique, c'est que maintenant on l'a intégré à la version AZCLI. Donc si vous mettez à jour votre version AZCLI, vous pouvez maintenant d'ores et déjà faire du bicep. Donc avec la version 2.20 de l'AZCLI, vous allez avoir la version de bicep. D'accord? Sinon, après, vous pouvez vous installer l'outil en lui-même sans passer par l'AZCLI en fonction de vos plateformes. Une fois que ça a été installé. Alors maintenant aussi, je pense qu'on doit l'avoir dans le Cloud Shell aussi, je crois. Stan, c'est toi qui m'avais envoyé l'information, il me semble. Quand vous allez sur votre portail Azure, si vous faites de l'AZCLI dans le portail Azure, vous pouvez aussi faire du bicep, je pense. De toute façon, pour pouvoir le voir, c'est simple, hein, c'est AZBicep-H. Et puis là, ici, vous allez voir si vous avez votre version bicep d'installer dans l'AZCLI. Ensuite, on va avoir des commandes de type build. Donc ça, c'est je vais builder mon fichier bicep, il va en faire une conversion en JSON, d'accord. On verra tout à l'heure des fonctionnalités de décompilation, c'est-à-dire j'ai un fichier JSON, je vais le transformer en bicep. Donc là, c'est l'inverse. Ensuite, les listes versions que je pourrais avoir, et puis pour voir la version, et puis upgrader tout ça, bien évidemment, sachant que je l'ai upgradé dernièrement, parce qu'il y a une nouvelle version 0.3. Je ne sais plus laquelle, mais elle a évolué la semaine dernière. Je te confirme que c'est dans le Cloud Shell. Je viens juste de le vérifier. Donc c'est toi qui m'avais. Il me semble que c'est toi qui m'avais envoyé l'information l'autre fois. C'est possible. Mais c'est revérifié là. Je viens de le faire à l'instant pendant que tu parlais. Super, super, super. Alors ensuite, donc une fois que c'est installé, bien évidemment, on va installer les outils pour pouvoir écrire ça correctement et surtout simplement. Donc là, vous allez prendre votre Visual Studio Code préféré et ensuite vous allez ici aller chercher une extension qui est l'extension Bicep, d'accord, et qui est assez bien faite puisque ça va vous aider effectivement à écrire simplement vos configurations, surtout la partie autocompletion qui est plutôt très très bien faite. Alors, pour commencer, bien évidemment, vous allez écrire votre fichier bicep, le premier fichier. Dans cet exemple-là, je vais essayer d'écrire une configuration de type app-plan service pour faire tourner des web apps. Vous l'avez bien compris. Donc là, je vais écrire mon fichier app-plan.bicep, d'accord. Et puis ici, vous voyez en bas à droite, une fois que j'ai commencé à écrire, dès que j'ai écrit l'extension .bicep, il reconnaît que c'est du bicep. Et on est parti. Est-ce qu'on a d'autres des extensions à part le point bicep ou c'est juste que point bicep qu'on a comme extension? Non, pour l'instant c'est que le point bicep. Ok. Voilà. Une extension en 5 caractères là, on a quand même fait fort. Hein. C'est souvent. Oui, c'est fort. Ouais, c'est vrai. Ensuite, la première chose qu'on va faire. Alors pour les gens qui font du Terraform, c'est peut-être un peu semblable. On va venir donc définir une ressource, donc la ressource que l'on souhaite déployer. Donc on va donner le nom à cette ressource, ni plus ni moins. Donc ressource, appelant. Donc là j'ai rien inventé, tout ça je l'ai fait avec l'autocompletion de l'extension dans Visual Studio Code. Et puis ici il va me proposer tout de suite les providers disponibles en mode ARM de la fabrique Azure tout simplement. Et puis là, ici, je vais chercher mon bonheur. Je vais trouver un provider qui s'appelle Microsoft.web, serveur farm et l'arrobas derrière, ici, c'est la version de l'API de ce provider. Donc là, je vais chercher un provider serveur farm qui est l'équivalent d'un app plan, d'accord, pour faire tourner mes web apps. OK ? Donc, une fois qu'on a trouvé son provider, on va faire un petit égal et puis ensuite, on va être guidé avec des accolades. Donc, il y a quand même des accolades. On est pieds mains liés au double moustache. Il y en a aussi dans Terraform. Oui, non, je plaisante. Mais il y en a moins quand JSON, déjà là. Gros régime sur les accolades. Hein. Voilà, gros régime. Double accolade, double moustache. Et ensuite, on part sur, évidemment, je vais être guidé encore une fois par l'extension et je vais donner le nom de mon app plan service. Donc là, j'ai donné un nom en dur. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est juste pour ce petit exemple. Ici, vous savez bien ici que dès qu'on déploie quelque chose en ARM, on va être fixé par rapport à une location où je vais déployer ça. Et puis ici, vous reconnaissez bien ici, toujours en étant guidé, je vais taper location, ressources group, et puis ici, la fonction
ID ou location. Donc, ce qui va me permettre ici, en fait, de dire cette ressource, elle sera déployée dans la même localisation que le ressource group, puisqu'on va déployer ça dans un ressource group. Et un ressource group, évidemment, c'est le minimum que l'on puisse avoir pour déployer des ressources. Et effectivement, dans un ressource group, il y a des notions de location. D'accord? Voilà. Donc là, le nom, la location, et puis ensuite, ici, on va demander au niveau de la... Donc pareil, encore une fois, hein, tout ça, c'est arrivé avec l'autocompletion, j'ai rien inventé. Je n'ai pas allé regarder dans la doc, il me le propose directement. Donc le type d'appelant, donc là, on est plutôt sur de la machine Linux, et puis ensuite, le SKU. Donc là, on se retape des accolades quand même. Et puis ici, on va donner le nom de la SKU de type B1 et puis ensuite des properties de cette ressource. Voilà. Petite question ici, tu ne précises pas le nom du ressource group parce que comme derrière ça va générer de l'ARM, tu envoies de l'ARM par rapport à un ressource group donné, c'est ça? En fait, là, l'idée, moi, j'ai appliqué vraiment ce que tu dis dans tes séminaires, Stan. Foiré. Je fais en fait, même ma montre, elle a même pas reconnu ce que je viens de dire. En fait, ici, ce que je souhaite faire, c'est d'avoir un fichier principal de déploiement et qui va chercher d'autres fichiers de configuration. Donc, le but à la fin ici, c'est que je vais créer un fichier main.bicep et dans lequel je vais aller chercher des fichiers de configuration, dont le fichier ici applan.bicep, en fait. Et dans le fichier main, ce que je vais faire, je vais créer un ressource group. D'accord? Voilà. C'est ça le but, en fait. C'est d'avoir les fichiers le plus générique possible et les paramètres et la configuration, on le fera sur un fichier main.bicep. OK? Donc ici, j'ai créé ma ressource, ma première ressource. Là, ici, vous voyez que je vais taper la commande az bicep build -f et je vais lui donner à manger le nom du fichier, ce qui va me faire, vous allez voir ici, sur la partie en haut à gauche, il m'a généré le fichier JSON. OK? Donc là, d'une écriture simple coulée branchée en format bicep, là, ici, j'ai généré le fichier JSON. On retourne dans la déchéance du JSON en ARM, hein, qui n'est pas très lisible. Voilà. Bon, quoique là, encore, celui-là, il n'est pas très compliqué. Ouais, il n'est pas Pas compliqué. très compliqué. Et on aurait pu se passer de la partie Metadata. ligne numéro 1, metadata aussi, qui n'est pas important aussi pour le déploiement. Voilà. OK. Donc ça, si je faisais une petite comparaison, donc pour l'instant, c'est pas transcendant, hein, vous voyez, donc si on annule la ligne 20 à 24, vous voyez, on n'a pas fait trop d'économies, voilà. C'est quand même assez simple. OK? Ensuite, bien évidemment, on va enrichir ce fichier de configuration et puis on va éviter de mettre des variables ou des paramètres en dur. Donc là, ici, je vais définir mes paramètres. Donc les paramètres, en général, je vous conseille de ne pas les mettre ici. En fait, venir quand même les déclarer ici, mais ensuite venir les paramétrer dans un fichier main que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, ici, au niveau de mes paramètres, ce que j'ai pris j'ai pris deux paramètres, le paramètre pour le nom de mon appelant, d'accord, et puis le nom, le type de SKU, d'accord, que j'ai mis en dur sur le fichier applan.bicep. OK. Donc là, ici, paramètre name préfixe de type string, ça peut être secure string, ça pourrait être entier, ça peut être plusieurs choses, d'accord. Et puis, donc ça, sur le premier cas, ligne numéro 1, les paramètres, je le rentrerai dans un autre fichier main.bicep. Et puis, pour la ligne 2, il est quasiment fixé ici sur ce fichier-là. OK? Et ensuite, comme vous le savez, quand vous déployez des web apps, d'accord, elles vont s'appuyer sur des apps services plans, d'accord. Et il y a un moment où quand je vais déployer ma web app, je vais besoin d'avoir l'ID de la plan qui a été déployée. Donc là, ici, je vais me servir effectivement de la partie output, d'accord. Donc je vais lui donner un nom, celui que je veux. Donc là, je l'ai appelé plan ID, ok. Et ensuite, je vais être guidé par l'autocompletion pour pouvoir faire un output correct. Donc là, l'output, donc il est de type string, et puis ensuite, ici, de quel output je souhaite. Donc là, l'autocompletion me propose la ressource qui est au-dessus, la plan ligne 4. D'accord? Donc là, il va me proposer tout de suite la plan. J'aurai plusieurs ressources, il me proposera toutes les ressources disponibles au niveau de ce fichier. OK?
Voilà. Ensuite, l'ID. Et puis, c'est terminé. Donc là, j'ai un output pour récupérer l'ID de mon app plan que je vais réutiliser derrière quand je vais venir poser mes web apps. Ok, j'espère que je suis clair. Ensuite, si je fais un az bicep build-f et le fichier .bicep, et ben là, vous voyez ici, donc ligne 29, où je me retrouve avec la partie output. Donc là, vous voyez déjà dans bicep, pour la partie output, c'est beaucoup plus simple à écrire. D'accord? Donc là, plus de crochets, plus de crochets, plus d'accolades, plus de cotes, etc., etc. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, donc là, quand on regarde ligne 16, et puis ça correspond de la ligne 29 à 33. OK, on continue. Donc là, ici, j'ai écrit ma ressource appelons.biceps, d'accord? Et maintenant, effectivement, je souhaite maintenant écrire un fichier main.biceps et c'est ce fichier que je vais donner pour la configuration, pour mon infrastructure, d'accord? Et ce fichier main ici va venir créer, je vais venir créer un ressource group et puis je vais aller venir chercher mes autres fichiers de configuration biceps. OK? Donc là, première chose que l'on va faire, on va, toujours pareil, hein, c'est la partie autocompletion qui va me proposer ça, donc dans quel target scope, dans quel environnement je vais déployer ce fichier main.bicep. Donc là, je vais soit je le déployer dans un ressource group, et au préalable, il faudrait qu'il soit créé dans Azure, ou alors je pourrais aussi m'appuyer sur une souscription, et je pense que c'est ce que je vais faire ici, d'accord? Donc la scope ici, c'est au niveau d'une souscription. Donc à ce niveau-là, je vais créer mon ressource groupe. D'accord? Donc là, ici, je vais écrire ligne 3 ressources, le nom de ma ressource, je mets ce que je veux. Et puis là, ensuite, je vais venir chercher le provider. Donc tout ça, c'est proposé en autocompletion. Les deux accolades, le nom du ressource group, que j'aurais pu mettre en paramètre aussi, voilà. Et puis la location. Donc là, on n'est plus dans le ressource group parenthèse.location, on est dans le déploiement.location. D'accord? Puisque là, c'est au niveau du déploiement qu'on va le faire. Là encore, parce qu'on est contraint par les Vas-y. règles par les règles d'ARM qui disent que quand on fait un déploiement, on doit cibler la zone où c'est déployé, c'est ça? Absolument, absolument, puisque à la fin, tout va se finir par une commande AZ, d'accord? Et puis le déploiement, on va te demander une location. Et là, tu mettras la location. Donc, West Europe. Voilà. Ensuite, on va venir maintenant chercher les fichiers de configuration. Donc là, les fichiers de configuration, on va venir les chercher en écrivant module. D'accord? On va venir chercher des modules. On va donner le nom à un module, et puis, donc ça, vous mettez le nom que vous souhaitez. Et puis là, ici, il va vous proposer tous les fichiers bicep qui sont dans le même répertoire que votre fichier main. Et donc là, il va trouver automatiquement le applan.bicep, puisqu'il est dans le même répertoire. OK, une fois qu'on a fait ça, égal, les accolades, hein, on est toujours obligé d'avoir des accolades. On va donner le nom à ce déploiement. Donc là, c'est l'équivalent quand vous déployez quelque chose. Alors, en ARM ou enfin même peu importe, quand vous déployez quelque chose, il y a un nom de déploiement dans le ressource group. Et donc là, c'est le nom qui figurera dans le ressource group de déploiement. D'accord? Donc on donne le nom. On peut mettre donner le même nom que sur la ligne 8 ou un autre nom, comme vous le souhaitez. C'est le nom du déploiement, c'est ça? C'est absolument, c'est le nom que tu vas voir c'est le nom du déploiement en fait, que tu verras dans le ressource group. Parce que dans un fichier main, tu peux envoyer plusieurs déploiements dans un même ressource group. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Dans un ressource group, tu peux avoir plusieurs noms de déploiements en fait. Tu peux avoir plusieurs déploiements. OK? Ici, la scope, dans quoi je vais déployer effectivement ce module. Là, ici, dans l'autocompletion, il a vu que j'avais un type ressource groupe. Donc là, il me propose le nom du ressource groupe. Voilà. Ici, je vais donner les paramètres du name préfixe. Donc là, ici, ce sera les paramètres que j'ai mis tout à l'heure dans l'app-plan bicep. Vous vous souvenez, dans l'app-plan bicep, j'ai créé ma configuration. J'ai mis deux paramètres. Un premier que j'ai fixé, qui était la SKU, j'avais mis B1, je crois. Et l'autre, c'était un autre paramètre que je n'ai pas renseigné. Et là, c'est ici que je vais venir le renseigner. D'accord? Donc là, dès que je vais taper params accolade, il va aller me chercher tous les paramètres que j'ai déclarés dans le fichier applan.bicep. OK?
Et puis comme tu peux voir, Stan, ici, pour pouvoir déployer ça, AZ déploiement subscription create, le nom du fichier, et là tu as bien la notion de location, West Europe. Donc là, effectivement, le ressource group va se déployer en West Europe. Et le "-c" pour la partie what if. OK? Voilà. Donc là, ici, effectivement, au niveau du what if, je vais voir mon ressource group qui sera créé, comme on peut le voir là, et puis mon app plan service. OK. Donc là, ça c'est super, hein, parfait. Et puis là maintenant, j'avais déjà un fichier JSON qui, ce fichier JSON me permettait d'aller déployer des web apps sur un app plan, d'accord? Donc là, vous retrouvez la structure du template ARM, d'accord, sur lequel j'avais des ressources de type Link25, on voit là type microsoft.web.site, donc là on parle bien de web app, avec sa version d'API, avec son nom, sur lequel on faisait de la concaténisation, sur lequel j'allais chercher des choses dans un paramètre, ensuite j'ai rajouté derrière une extension site, la localisation, et puis les app settings des web apps en fait, d'accord. Dans les app settings des web apps, qu'est-ce que j'avais? J'avais quelque chose, on attend quoi? On attend effectivement une registry Docker, d'accord? On attend une image Docker, et puis on attend un tag aussi, un tag d'une image, ok? Et puis aussi, on attend aussi au niveau de cet app setting l'ID du l'appelant service que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, qui avait été généré avec l'output, ok? Voilà. Donc ça, c'est la partie site.json. Donc je l'ai déjà fait en ARM. Et bien là, vous voyez ici, je vais pouvoir maintenant utiliser la commande az bicep. Donc là, pas build, mais là, on va faire l'inverse. Decompile, -f, je lui donne le fichier JSON avec le bon chemin. Et ensuite, ici, vous voyez, il m'a transcodé ça en bicep. Donc là, site.bicep. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. C'est là où on va voir ici, au niveau d'une ressource, qui m'a créé une ressource avec un nom qui s'appelait nameprefix underscore site. Donc ça, c'est lui qui l'a fait automatiquement. Il a récupéré le provider et son API. Ensuite, en termes de nom de website, il me propose un nameprefix qui est passé en paramètre là-haut avec une extension du mot site, la location et les properties de cette ressource, à savoir l'app setting, et puis surtout Link 32, l'ID de l'app plan. OK? Voilà. Donc je retourne sur le fichier main ici, d'accord? Et puis là maintenant, je vais déployer mon site, d'accord? Donc là ici, toujours pareil, je vais appeler module, d'accord? Module. Ensuite, je vais lui donner un nom, ok? Là aussi, il va me proposer le site.bicep, puisque maintenant il est dans mon répertoire, le même répertoire que le site, que le main. Ensuite, il va me demander la scope, donc on parle bien de déployer ça dans un resource group. Et puis ensuite ici, en termes de paramètres, donc là, il va me demander tous les paramètres qui sont stipulés dans le fichier site. Et c'est là où je vais remplir tout ce qu'il faut. Donc le premier, le plus dur, c'est l'app-plan ID, vous vous souvenez. C'est là où je vais venir chercher l'ID de mon app-plan. D'accord? C'est ça qui me l'a proposé. J'ai mis app-plan ID. D'accord? Je lui ai stipulé deux points l'app-plan deploy. Donc là, je suis allé lui stipuler ce qu'il y avait ligne 8. D'accord? Et c'est là où il est venu rechercher en faisant point, output, et le plan ID que j'avais créé dans le fichier applan.bicep. D'accord? Il est venu le rechercher tout seul. Okay? Donc c'est extrêmement simple. Ensuite, je vais donner un nom à ce web service. Et là, vous comprenez bien ici que je vais aller chercher une image dans la registry Docker public, et puis avec un tag de cette image. Voilà. OK? Donc là, ici, très simplement, je viens d'écrire une configuration bicep 1, donc deux fichiers de configuration, un fichier applan.bicep avec ses paramètres, un fichier site.bicep que j'ai transcodé depuis un template JSON, et puis mon fameux fichier main.bicep sur lequel je vais déployer ça au travers depuis une souscription, d'accord? Et ensuite, je vais créer un resource group, et dans ce resource group, je vais venir poser l'app-plan deploy et puis le site deploy. OK? Je vais faire un AZ déploiement
subscription create, le fichier main.bicep et la localisation. Voilà. Donc en très peu de temps, vous allez voir ici l'app service plan donc déployé et puis son app service dessus. OK. Et puis ici, c'est magnifique, ça marche. OK. Donc pour aller un petit peu plus loin ici, on continue. Imaginez que je voudrais déployer plusieurs websites. D'accord? Donc j'ai plusieurs manières de le faire, enfin deux manières de le faire. Soit je réécris l'équivalent de Link 24 à 33, un nouveau module pour un nouveau site web, d'accord, que je pourrais déployer sur mon app plan. Et puis là, j'ai une méthode sur laquelle je vais pouvoir écrire qu'une fois le module site déploie, mais faire une boucle, d'accord, en fonction des paramètres que je vais mettre ici et que je vais poser en variable. OK? Donc var, website, je vais créer une variable website, entre crochets, et ensuite je vais mettre deux accolades sur lesquelles je vais venir ici mettre mes paramètres. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, je vais écrire une configuration sur lequel je vais déployer deux websites, d'accord? Et puis, en variable, je vais mettre le nom de ces websites et les tags des images, d'accord? Donc là, deux websites avec des tags différents. Donc là, ici, pour pouvoir le faire, donc je vais retourner ligne 20. Donc là, ligne 16 à 25, c'est là où j'ai défini mes variables de website que je souhaite paramétrer pour mes deux websites. Et ensuite, ligne 27, je vais mettre des crochets, d'accord? Et je vais faire l'équivalent commun for each, for site, in website. Et c'est là, je vais venir chercher ça dans les variables. OK? Donc là, ici, je vais venir chercher un point name, c'est ce que j'ai mis. Donc là, il y aura un website qui va s'appeler Pierre et un autre website Stanislas, d'accord. Ensuite, en name préfixe, donc je vais aller donc ça c'est la partie déploiement, d'accord. Et la partie site, il y aura deux sites, encore une fois, Stan et Pierre, ok. Donc deux déploiements, ok, et deux sites et deux images, ok. Voilà, ici, as a déploiement, subscription, create, le fichier, la localisation, et ensuite, je vais me retrouver ici, dans un ressource group, avec trois déploiements, d'accord? Un déploiement de mon app plan deploy, un déploiement, un Pierre, un Stanislas, et ensuite, je vais avoir mes deux websites, Pierre et Stanislas. Voilà, donc ça, c'est le premier, c'est le deuxième. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration bicep. J'espère que j'étais clair, et puis je pense qu'on vous proposera d'autres contenus avec Stanislas sur ce sujet. Et on se fera des petits comparatifs et des petites courses de bench avec Terraform. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc on fera des équivalences de passerelles pour ceux qui connaissent Terraform, juste pour que vous ayez les équivalences en termes de verbage. Je pense notamment à la différence, par exemple, entre paramètres, variables, ne veut pas dire la même chose dans les deux cas. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ok, on va passer aux nouveautés de GitHub. Alors, première nouveauté de GitHub, Code Spaces, donc qui est toujours en preview, en bêta, donc qui est un IDE attaché à un repository GitHub. Donc, quand vous allez créer votre repository, vous avez possibilité d'attacher un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement qui, lui, va s'exécuter dans un conteneur, d'accord, rattaché à votre repository. Et puis, soit vous allez pouvoir le consommer au travers d'un navigateur, donc soit basé sur du Chromium, d'accord. On peut l'attacher aussi à un Visual Studio Code, à condition d'installer les extensions Code Spaces. Et puis, effectivement, cet environnement, vous allez pouvoir le configurer donc avec des extensions, comme si vous étiez dans votre Visual Studio Code, ou au travers de fichiers de paramètres .file. Alors c'est dans les nuages, Pierre, comme tu l'as dit, mais c'est réservé un peu à une élite, parce que je crois que je crois que c'est rentrer dans la bêta est compliqué parce que beaucoup de personnes ont voulu y rentrer. C'est un honneur de rentrer dans cette bêta, hein, puisque moi j'ai réussi à y rentrer. Effectivement, tout le monde ne peut pas y rentrer comme ça. Non, je ne suis pas rentré, moi. Blanche. Non, effectivement, c'est un peu compliqué. Donc, ils n'ont pas assez d'environnement de test pour l'instant. Et donc, il faut encore attendre. Il faut être un petit peu patient.
Concrètement, vous allez donc vous connecter donc avec votre compte GitHub. Ensuite, vous allez donc créer un repository. Ensuite, dans votre repository ici, vous allez aller cliquer sur la partie code en haut ici. Et puis ensuite, vous allez sélectionner Open with Code Spaces. Et puis ici, vous allez rajouter un environnement. D'accord? Pour l'instant, dans la bêta, on est limité à deux code spaces. Voilà. Donc là, ici, on va créer un nouveau code spaces. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir là-haut, en haut à gauche, on arrive sur une URL, d'accord? Et ensuite, l'environnement va être provisionné. Donc, ce sont des conteneurs, hein, un conteneur qui va s'exécuter et qui va préparer votre environnement code spaces. Donc, encore une fois, il est bien rattaché à votre repository. En bas, ici, on peut aussi effectivement l'ouvrir depuis Visual Studio Code. Donc, encore une fois, hein, ça va ouvrir automatiquement votre Visual Studio Code si vous l'avez installé. Et ensuite, il y aura une extension qui va s'installer. Et ensuite, vous serez obligé de vous authentifier par rapport à votre repository. Donc moi, dans cette démo, dans cette copie d'écran, je le fais au travers d'un navigateur, comme on peut le voir ici. Et là, on va retrouver des choses qu'on connaît dans Visual Studio Code, sauf que là, effectivement, il s'exécute dans les nuages. Donc on a effectivement la partie sur la gauche, ce que vous pouvez connaître dans Visual Studio Code, et puis ensuite, on a une console terminale pour pouvoir travailler avec un environnement prêt à l'emploi. Bien évidemment, quand vous allez déployer un code spaces, vous avez déjà des choses de préinstallées dans votre code spaces, dans votre environnement. Typiquement ici, les commandes AZ. Donc, je peux faire déjà de la Z-CLI, dans un code spaces pour tester ou autre. Ici, bien évidemment, je peux mettre à jour mon AZ-CLI. Évidemment, si je veux faire du bicep, je vais mettre à jour l'AZ-CLI qui est dans mon code spaces pour pouvoir pour pouvoir écrire des commandes en bicep. Et puis, vous avez aussi déjà Python d'installer là-dessus. Vous avez des choses qui tournent autour de Node.js. Et puis ici, moi j'aime bien Ansible. Donc Ansible n'est pas dispo déjà de base dans le code spaces. Rien ne m'empêche de venir l'installer comme ici, comme dans cet exemple. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la partie code spaces. On va passer ensuite à la partie GitHub Action. Donc GitHub Action, qui est un service de pipeline, donc de pipeline d'intégration continue et de pipeline de déploiement. Il est entièrement intégré donc à GitHub. Donc encore une fois, hein, vous allez avoir un repository et ensuite vous allez écrire des pipelines dans ce repository pour pouvoir lancer des workflows d'intégration ou de déploiement. GitHub Action répond donc à certains événements dans GitHub. Ça peut être une pull request, ça peut être un push, ça peut être pas mal de choses. C'est assez. Il y a une grosse communauté qui travaille autour de GitHub Action, puisque on verra par la suite, il y a un marketplace assez bien fourni dans GitHub Action, des actions qui vont vous permettre de faire pas mal de choses en fonction de différents types de plateformes, différents types de langages et différents types de cloud. Quand on va écrire donc ces workflows, donc dans GitHub Action, on appelle ça des workflows. On va écrire ces workflows et ces workflows vont venir s'exécuter sur des runners, donc des machines, d'accord, qui vont exécuter ces workflows. Ces machines peuvent être donc dans un pool prévu sur la partie dans GitHub, d'accord, ou alors vous pouvez aussi exécuter vos workflows sur vos environnements à vous, d'accord. Donc on appelle ça un runner qui pourrait s'exécuter dans GitHub avec votre abonnement GitHub, ou alors un runner qui peut être une machine virtuelle chez vous ou une machine on-premise. D'accord? Donc les runners, les workflows, on peut les exécuter depuis différents types d'environnements. On peut les exécuter à partir d'environnements Linux, macOS, Windows, et on peut aussi éventuellement exécuter des workflows dans un conteneur. Ensuite, on a possibilité, effectivement, quand on va écrire ces workflows, de récupérer des services en interne
de GitHub. Par exemple, la partie secrète. Par exemple, si je souhaite écrire un workflow, j'ai besoin d'aller, par exemple, me connecter dans un abonnement Azure. Et puis, pour se connecter dans un abonnement Azure, je vais être obligé de m'authentifier. Il va falloir que je passe des credentials, des clés, des services principaux, des secrets, etc., etc. Donc là, je vais m'appuyer sur le service secret de GitHub Action qui va pouvoir me permettre de le faire assez simplement. Et puis effectivement, on écrit ces workflows donc, au format YAML, donc c'est assez facile à écrire, c'est facile à lire, et puis effectivement, on peut le partager assez facilement. Donc, si on compare par rapport finalement à un Azure DevOps et Azure Pipeline, donc Azure GitHub Action, c'est le pendant d'Azure Pipeline, mais côté GitHub versus Azure DevOps, d'accord, pour Azure Absolument, Pipeline. absolument. Dans Azure DevOps, ce qu'on appelle des agents, ça s'appelle des runners du côté GitHub, mais factuellement, c'est à peu près la même chose, d'accord, sauf que C'est sur la exactement plateforme la même GitHub. chose. Voilà. Absolument. Et ce qu'on appelle souvent les variables dans, dans Azure DevOps, on va les retrouver ici sous le nom de secrets de manière générique. Voilà. On peut mettre des secrets, mais Voilà. pas que, on peut mettre des variables aussi dans les Oui, secrets de oui, tout GitHub. à fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bien Et dans sûr. les deux cas, on est sur effectivement du code en YAML. Donc le langage, la structure YAML reste une structure YAML. Le langage est le même, par contre, effectivement, il n'est pas utilisé de la même façon des deux côtés. Donc on va dire qu'un pipeline qui est fait dans Azure DevOps, on ne fait pas un copier-coller directement comme ça, on va devoir réadapter un petit peu par rapport effectivement à la solution. Je pourrais même rajouter, si vous faites déjà de l'Azure Pipeline, vous ne serez pas déboussolé en écrivant un workflow GitHub Action. C'est à peu près les mêmes principes. Alors, le vocabulaire change, mais on reste toujours sur les mêmes principes. Pour résumer de ce que je viens de dire ici, effectivement, on va déclencher, donc, suite à une action, donc ce qu'on appelle un trigger. Encore une fois, une action peut être un push dans une branche, ça peut être une pull request, une issue, etc., etc. Ensuite, on va déclencher ce pipeline, donc ce workflow. D'accord ? Ensuite, dans un workflow, on va parler de stage. D'accord ? Et un stage, là, ici, on va venir s'appuyer sur un agent. D'accord ? L'agent, c'est le runner, d'accord, qui va exécuter des jobs. Et ensuite, dans ces jobs, on va lui donner soit des actions qui ont été récupérées depuis le marketplace GitHub Action, ou alors ça peut être simplement un script ou du bash. OK ? Juste un petit lien ici pour voir les runners donc, dans GitHub Action. Donc, vous allez aller ici sur ce lien, vous allez regarder les runners qui sont disponibles dans GitHub. Et puis ici, en cliquant sur ces liens, vous allez voir tous les logiciels, tous les softs qui sont installés dans les environnements, que ce soit des environnements Linux, Ubuntu, du macOS ou éventuellement du Windows Server. Alors, comment on écrit donc un workflow GitHub? Donc, effectivement, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, on est sur une structure de fichiers et donc écrit en YAML. Donc, ligne 3, ici, on va donner le nom à ce workflow. Ici, on lui a donné le nom CI. Ensuite, sur la ligne 6, c'est comment on va déclencher ce workflow. Donc, Est-ce que tu pourrais nous zoomer légèrement, Pierre oui, bien sûr, on va pouvoir zoomer, bien sûr. Merci. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc, ligne 3, on va récupérer le nom du workflow. Donc là, on a donné le nom CI. Ensuite, ligne 6, c'est le trigger, c'est le déclenchement de ce workflow. Donc là, ici, dans cet exemple, soit on va le déclencher au travers d'un push, dès qu'on va faire un push dans la branche main, ce workflow va s'exécuter. On va pouvoir aussi le déclencher à partir d'un pull request sur la branche main. D'accord ? Et puis ici, ligne 14, c'est une autre manière de déclencher ce workflow. Le workflow _ dispatch, ça veut dire possibilité de le lancer manuellement dans la console GitHub Action. D'accord ? Ensuite, ligne 17, on va ici donc définir des jobs. D'accord ? Un job, on va lui donner, donc 17, les jobs. Ensuite, on va donner un nom à ces jobs. D'accord ? Le nom, la ligne 19, le premier job s'appelle build. D'accord ? Bien évidemment,
vous pouvez avoir plusieurs jobs à la suite. Donc là, dans cet exemple, c'est l'exemple le plus simple, c'est un job qui s'appelle build. Ensuite, ligne 21, ici, ce job, il va s'exécuter dans quel environnement? Donc là, on est sur un runner qui va s'exécuter sur Ubuntu, la version 18.04, et qui va s'exécuter dans un pool GitHub, donc pas un runner que je gère moi dans une architecture on-premise, par exemple. Donc, 19, on a donné le nom. 21, on a donné l'agent, enfin le runner, excusez-moi, parce que là, je ne suis pas sur Azure DevOps. Et puis le 24, c'est là où on va définir donc les steps, d'accord? Et puis les steps, ligne 26, on va utiliser des actions, d'accord? Donc ces actions sont disponibles dans le Marketplace Azure, sont documentées dans le Marketplace Azure, dans le Marketplace GitHub Action, excusez-moi. Sur lequel ici je vais chercher une action qui s'appelle checkout@v2. C'est simplement quand le runner va venir s'exécuter, en fait il va récupérer votre repository, votre code pour pouvoir exécuter ce workflow. Ok. Et puis ligne 29, une fois que le 26 est terminé, on passe à la ligne 29 et puis là on va envoyer du script ici de type par exemple run hello world. Ok. Ensuite, sur la partie droite, on a effectivement des actions qui sont disponibles ici dans le Marketplace GitHub Action. Et puis là, ici, bien évidemment, j'ai mis un filtre Azure. Et là, vous allez voir ici les actions qui sont disponibles, donc qui sont disponibles et écrites par l'équipe Azure et maintenues par l'équipe Azure. Ça, c'est un point important, Pierre, c'est que le marketplace contient plein de choses, Ah oui, des choses oui. écrites par des équipes et des organisations entre guillemets reconnues et certifiées. C'est pour ça qu'on voit une petite case, une petite coche bleue qui est ici. Oui. Et puis il y a les actions écrites par Tata Janik, ou plutôt, Oui, absolument. Ouais. Polo, le DevOps, effectivement, vous Oui. pouvez écrire en fait vos actions et les publier dans Marketplace Oui. Azure. Oui. Ce qui veut Et dire qui que les du maintient coup, pas, et qu'il n'y a pas de doc, et puis des fois que ça fonctionne, des fois ça pourrait pas fonctionner, donc et compliqué. il y a du Ouais. bon et du moins bon, et ce qui fait que effectivement, quand on commence au départ, on essaie toujours de trouver une action qui va correspondre à son besoin. Et, Voilà. des fois, on va passer plus de temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'action, et sans savoir trop exactement derrière, effectivement, comment elle se maintient et comment bien l'utiliser. Alors que des fois, peut-être, c'est plus simple de prendre l'option de scripter soi-même et de faire les quelques lignes de Absolument. commande. Voilà. Voilà. Puisque, comme je vous ai, dans le slide précédent, je vous ai montré un lien, et puis allez regarder dans les runners ce qu'il y a déjà d'installé, et puis peut-être, par exemple, pour déployer des infrastructures dans Azure, peut-être faites-le en AZ-CLI, puisque AZ-CLI est déjà installé dans les runners. Passez plus de ce côté-là, puisque vous allez maîtriser toute la chaîne, alors que plutôt éventuellement de passer sur une action qui serait pas bien écrite ou mal maintenue, etc., etc. Et donc dans cette démonstration, alors là c'est un workflow, on va dire relativement assez simple. C'est un workflow qui va déployer une application dans Azure. D'accord. Donc on déploie quoi? On va déployer une application qui va s'exécuter dans une web app. D'accord. Dans une app service. Cette web app elle va s'exécuter sur un environnement Java. D'accord. Donc ça va être une web app déployée avec un environnement Java. Cette application a besoin d'une base de données. Donc là, on a pris le choix de prendre une base de données MySQL en mode manage dans Azure. D'accord. Donc il y aura il y aura deux choses en fait dans ce workflow. La première partie, c'est où on va builder l'infrastructure. Donc là, on va parler d'infrascode. Donc on va venir builder une infrastructure, on va venir la tester, et ensuite, une fois qu'elle a été testée, on va la déployer. D'accord. Et puis ensuite, une deuxième partie en dessous, ici, où je vais builder mon application, puisque j'ai une application Java, donc c'est-à-dire que j'ai le code source de l'application Java. Dans ce workflow ici, je vais prendre ce code source et je vais builder un fichier WAR, d'accord. Et ensuite, une fois que j'ai buildé ce fichier WAR ici, une fois que l'infrascode sera terminé, je dirais déployer ce fichier WAR dans la web app, d'accord. Truc assez simple.
Ici, on voit sur la partie déploiement review, excusez-moi, là, il y aura une action manuelle, donc il y aura besoin d'une validation d'une personne, d'accord, que je vais trouver dans un environnement que j'ai appelé test dev, d'accord. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand le déploiement de l'infrastructure est terminé et quand l'application a été buildée, il y aura une action manuelle ici pour pouvoir déployer. Donc, ça sera un compte GitHub qui est dans mon organisation et dans mon équipe. Voilà. Et puis ici, on va retrouver les deux artefacts, d'accord? Le premier qui est un ARM template. Donc là, je vais me servir d'un fichier JSON pour pouvoir déployer cette infrastructure, même si dans cet exemple, je vais faire du bicep, puisque c'est la saison de bicep en ce moment. Et puis ici, le fichier WAR qui va arriver là quand je vais builder l'application, que je vais récupérer pour aller le pousser dans la web app. OK? Donc, on va parler de 5 jobs, d'accord? Un job build IAC, un check IAC, un deploy IAC, un build app, app et un déploie app. OK? C'est parti. Bon, ça, c'est pour juste rigoler. Effectivement, dans ce workflow, il y aura une notification. Et puis là, pour rigoler, j'ai utilisé Slack. D'accord? Ouais, Donc, ça veut dire parce que que quand Teams aurait bouffé toutes les ressources de ton Apple Watch, c'est ça? Donc en fait, l'utilisateur, quand il va être obligé d'approuver, donc il sera notifié. Et là, je suis parti sur du Slack. Encore une fois, ça aurait pu être du Teams, bien évidemment. Ça, c'est une vue de l'application. Vous la connaissez peut-être déjà. Hein. Je prends souvent cet exemple Smart Hotel. Voilà. Et puis là, ça va pas bien loin en termes d'infra. C'est ma montre qui se met à parler. Et puis ici, on va ici voir l'infrastructure donc, qui a été déployée dans Azure. Donc là, on voit l'App Service Plan qui va accueillir l'App Service, donc, qui est une web app qui va exécuter du code Java. Et puis en haut, ici, le MySQL géré dans Azure. Voilà. Alors, le workflow, il a été écrit, donc évidemment, donc je l'ai appelé main.yaml, d'accord? Et puis là, effectivement, vous allez reconnaître la structure d'écriture d'un workflow en YAML. Donc, ligne 1 ici, alors je ne sais pas si j'agrandis, si c'est assez. Ligne 1 ici, on va donner un nom à ce workflow, donc déploiement Smart Hotel 360. Ici, vous voyez, le déclenchement, il va se faire manuellement. Ligne 3, on, workflow underscore dispatch, d'accord? Ici, on va retrouver des variables d'environnement. Alors là, j'insiste bien là-dessus. Ces variables d'environnement, là, elles n'ont rien à faire à être écrites en clair, là. On est juste dans de la démonstration, d'accord? Donc là, évidemment, ces variables, alors peut-être qu'on aurait pu laisser le resource group name, la location, ok, mais par contre, tout ce qui concerne le nom de la base, les mots de passe, les clés, etc., bien évidemment, on va mettre ça dans le service secret de GitHub Action pour pouvoir aller chercher ces secrets sous cette forme-là. Ok? Dans tous les cas, les bonnes pratiques des 12 Factor App indiquent qu'on sépare sa configuration de son code, donc ton code YAML de ton pipeline devrait être le plus générique possible, Absolument, utilisant absolument. effectivement des moustaches comme ça, des brackets pour appeler des secrets dans GitHub et d'avoir finalement quelque chose qui soit tellement générique qu'on puisse faire un copier-coller en fait et l'appeler avec d'autres variables. Absolument, absolument. Ici, donc, ça, ce sont mes variables d'environnement. Donc, encore une fois, ça n'a rien à faire ici, comme je suis en train de vous le montrer. Et puis ensuite, on part sur les jobs, ligne 16 jobs. Et ensuite, vous voyez, on va retrouver 17, 33, 60, 102, 132, les fameux jobs. Alors, ça, c'était pour la partie workflow. C'est la saison de Bicep. Donc là, ici, mon infrastructure, je l'ai écrite en Bicep, donc rien d'extraordinaire. Si vous avez suivi la vidéo, si vous suivez le chapitre d'avant, bah, vous connaissez maintenant Bicep. Ici, vous allez retrouver un fichier main qui va chercher des modules, d'accord? Un module qui déploierait une MySQL, d'accord? Et puis un module qui va déployer un app plan, d'accord? Un app plan service, et puis un module qui va aller chercher l'installation d'une app plan services,
ce qu'on appelle une web app. Ok, donc ça, c'est sur la partie infrascode écrit en Bicep. Et puis ici, ça, c'est des sujets Java qui n'ont pas trop d'importance, c'est ce qui va me permettre de générer le fichier WAR, et puis là, le code source de l'application. Voilà. Je reviens sur le workflow. Donc là, le workflow, donc GitHub Action. Et puis là, on va commencer à regarder le premier job qui s'appelle Build IAC. Donc c'est ce job-là, en fait, qui va aller récupérer la configuration Bicep. Et puis ensuite, ce que je vais faire, je vais en fait récupérer la configuration Bicep et ensuite je vais faire un build et ensuite je vais générer le fichier Bicep en fichier JSON, puisqu'on a vu tout à l'heure, quand on écrit une configuration Bicep, ce qui se passe derrière, effectivement, il génère un fichier JSON qui est prêt à l'emploi pour être donné à la fabrique d'Azure. Donc là, sur la ligne 17, je donne le nom de ce job. Le ligne 18 ici, la ligne 18 ici, le runner, donc encore une fois, c'est un runner qui va exécuter sur GitHub. Ensuite, ligne 20, c'est là où je vais écrire mes steps, d'accord. Le premier 21, c'est ce qui va se passer, c'est quand le runner va s'exécuter, il va récupérer mon code source, donc il va récupérer tout le code source. Ensuite, donc ça c'est bien une action que j'utilise, d'accord. Et puis ligne 24, c'est je lui ai donné un nom à cette étape que j'ai appelée build JSON. Et ensuite ici, vous voyez, ici, je lance ma commande AZ bicep build et je lui donne le fichier bicep qui se retrouve dans le bon chemin ici. Très simple. Donc là, ici, il va générer le fichier JSON. Et puis ensuite, ligne 28, ce qu'on va faire, on va venir utiliser l'action, donc ligne 29, une action qui s'appelle upload artefact. D'accord. Donc, je vais lui donner un nom, ok, et ensuite, je vais lui donner le pass, donc le fichier JSON, qui a été généré quand j'ai lancé la ligne à la ligne 26 ici. D'accord. Donc, le main.bicep converti en JSON. Une fois que j'ai le JSON, je le publie en artefact. Et fin de l'histoire. Ça, c'est pour la partie build IAC. On continue. Ensuite, on va checker ce template JSON, puisqu'il a été généré. Maintenant, c'est toujours bien de le tester avant d'essayer de le déployer. Donc là, je vais faire un job, donc ligne 33, que j'appelle check IAC. Et puis là, ici, on commence à voir ici, ligne 34, quelque chose qui va me permettre de déclencher ce job. Parce que à la base, quand vous écrivez vos workflows, les jobs vont s'exécuter de manière parallèle, en fait. D'accord? De manière parallèle. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est que le check IAC se déclenche à la fin du job build UAC. OK? Donc là, je vais écrire ligne 34, needs, d'accord? Needs build IAC. C'est-à-dire que le job check IAC se déclenchera quand le build IAC sera fini, donc c'est-à-dire quand j'aurai l'artefact. Quand il aura fini, qu'il sera bien passé. Si c'est mal passé, oui. logiquement, Là, ça ça se s'arrête passe. là. Oui, oui. Alors oui, effectivement, très bonne remarque, mon ami Stan. Effectivement, ligne 17, sur le build IAC, s'il y a quelque chose qui se passe mal, effectivement, ça s'arrête. Voilà. Ensuite, après ligne 35, je ne reviens pas sur la partie runner. On a déjà vu cette partie-là. Et ensuite, sur la partie 37, c'est là où je vais écrire mes étapes. 38, je vais créer un dossier artefact, donc sur le runner. D'accord. Donc là, je récupère pas mon repo, hein, puisque là, effectivement, je vais venir travailler sur un artefact que j'ai publié sur le job d'avant. Donc là, je vais créer un dossier artefact dans mon runner qui va s'appeler template.json, d'accord. Ensuite, je vais utiliser ligne 43, une action qui s'appelle download artefact, d'accord. Ensuite, on attend au niveau des with, au niveau de cette action. Donc tout ça, c'est documenté, hein, j'ai rien inventé. C'est documenté sur l'action download artefact. Ici, on va donner un nom, le nom de l'artefact que j'ai nommé dans le job précédent. Et puis ici, je lui ai donné le pass, c'est-à-dire où je récupérais le fichier JSON. D'accord. Ça, c'est la première chose. J'ai créé un dossier, je récupère l'artefact et ensuite, il va falloir que je m'authentifie dans Azure. Pourquoi? Parce que là, on est sur du template JSON et j'ai besoin d'avoir un ressource group pour pouvoir tester ce fichier JSON.
d'accord, cette configuration de JSON. Donc là, ici, je vais utiliser une action qui s'appelle Azure Logging V1, d'accord, qui va me permettre de m'authentifier dans mon environnement Azure. Et là, effectivement, vous pouvez voir, ligne 51, on attend une entrée, l'entrée Crates, ici, c'est les secrets pour pouvoir s'authentifier dans Azure. Donc là, j'ai bien utilisé le service secret de GitHub Action, sur lequel, dans Azure Credential, j'ai quoi? J'ai un service principal, un secret, un ID de souscription et un ID de tenante. Okay. Une fois que je suis authentifié, alors là, l'authentification, elle peut se faire en AZCLI, elle peut se faire aussi, on peut lui passer des paramètres comme quoi, après, on va faire du PowerShell, mais là, on reste simplement sur l'authentification pour de l'AZCLI. Ensuite, je vais créer un ressource group ici. Donc, c'est là où vous allez reconnaître ici les commandes AZ. Donc là, je n'utilise pas une action, je le fais directement en AZ, sur lequel je vais donner un nom. Et puis là, vous voyez ici la structure, ici, environnement env.rgname et puis env.location. Donc, c'est mes variables d'environnement que j'avais ici au-dessus. D'accord ? Et puis ici, pour tester ce fichier JSON, je suis passé sur une commande AZ déploiement groupe Watif, et puis ensuite je donne le ressource groupe. Là, effectivement, il y a une petite erreur ici. J'aurais pu passer directement la variable d'environnement sans le mettre là en dur ici. Pardonnez-moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Et puis ensuite, je vais aller chercher le fichier JSON ici qui est dans mon dans mon répertoire que j'avais créé ligne 38, ligne 40, d'accord. Et puis c'est l'artefact que j'ai récupéré, hein, c'était le fichier JSON que j'ai buildé, le fichier bicep que j'ai buildé en JSON, d'accord. Et ensuite c'est les paramètres de template JSON que vous avez l'habitude. Voilà. Donc ça, une fois que ça a été checké, je vais déployer. Donc là, toujours pareil. Je récris un nouveau job, déploie-IAC. Le needs, d'accord, toujours pareil, il ne s'exécute pas tant que le what if n'a pas été fait. Le runner, ça, je ne reviens pas dessus. Et ensuite, je vais recréer, c'est exactement la même chose, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer, sauf que à la fin, ici, je vais déployer le template, ici, d'accord, ligne 82, sauf là, je ne vais pas faire un what if, je vais faire carrément le déploiement, puisque ça a été testé. Ligne 84, c'est très moche. On est dans de la démonstration, donc je suis allé bricoler quelque chose sur la partie MySQL de manière à ce que je puisse accéder à la base depuis n'importe quelle adresse IP. D'accord ? Et puis ici, ligne 88, 89, vous retrouvez l'action qui me permet de faire une notification quand l'infrastructure a été déployée. Et c'est là où je vais envoyer des notifications dans un Slack, ici, où c'est là où vous retrouvez ligne 91, les secrets pour pouvoir pousser de l'information dans un Slack. OK. Ensuite, on passe ligne 102. Donc là, j'ai fait tout ce qui était partie infrastructure, d'accord. Et puis là, maintenant, je vais passer sur la partie build d'application. Donc là, je suis sur le sujet Java, d'accord. Donc toujours pareil. Donc ça, là, effectivement, il n'y a pas de needs, puisque quand je vais lancer un workflow, il y aura la partie workflow, plutôt infrastructure, qui se fera. Et en parallèle, j'aurai le workflow, la partie workflow, la partie build app, qui se fera de manière parallèle par rapport à l'infrastructure. OK. Donc là, ici, toujours pareil, je vais récupérer mon repo, d'accord, quand la machine Ubuntu va s'exécuter, mon runner va s'exécuter. Ici, j'utilise une action ligne 110 qui me permet d'aller checker mon code Java, pouvoir voir s'il y a des credentials, s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Donc, j'utilise une action prête à l'emploi, d'accord. Donc avant de pouvoir builder ce fameux fichier WAR. D'accord. Donc là, ici, une fois que c'est terminé, je vais faire le setup au niveau du runner sur tout ce qu'il faut sur la partie Java. D'accord. Je vais lui donner la version. Et ensuite, ici, je vais créer mon fichier, mon package WAR de mon application Java, et je vais le faire avec l'outil Maven. OK. Donc c'est là où je vais lancer la commande qui va faire ce package ici. Ensuite, une fois que ce package a été fait, mon root.war a été fait, ensuite je vais créer un répertoire warfile ici, et ensuite je vais copier le fichier root.war ici dans le répertoire warfile. Très simple.
Une fois que c'est fait, ben, je vais publier ça en artefact. Voilà. On continue et ensuite je vais déployer l'application. Donc là, l'application, elle se déploiera uniquement quand le build app a été fait et quand le déploy AC a été fait. D'accord? Et puis là, ici, ligne 137, j'ai déclaré un environnement. D'accord? Parce que je souhaite approuver ce déploiement d'application. Et je veux que quelqu'un approuve ce déploiement manuellement. Et puis, donc, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, Raphaël, je vous montrerai tout à l'heure comment on le fait. Donc, on va venir déclarer un environnement et je lui ai donné un nom test dev. Et c'est là où je vais rentrer mes comptes GitHub qui pourront approuver ce déploiement. Ensuite, 139, c'est là où je vais venir définir mes steps. Et puis là, ici, je crée le dossier artefact, le warfile. Je récupère l'artefact, d'accord, ici. Ensuite, je me log dans Azure ici. Et ensuite, j'utilise une action, Link 157, qui va me déployer ce fichier WAR dans ma web app. D'accord? Et c'est là que je vais le renseigner ici. OK? Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication. Ensuite, alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, quand on déploie quand on veut faire un workflow, dans GitHub, effectivement, il faut que vos workflows, donc écrits en YAML, soient dans un endroit bien précis. Donc, il faut créer un répertoire .github ici, d'accord, et un répertoire workflows avec un S. Et ensuite, c'est là où vous allez mettre vos workflows. OK. Donc là, ici, pour pouvoir déclencher ce workflow, je vais aller dans la partie, donc je retourne effectivement sur mon repository. Là, ici, j'ai un onglet Action. Et c'est là où je vois donc mes workflows qui ont été écrits. Et là, on va bien prendre celui-là. OK. Une fois que j'ai sélectionné ce workflow ici, j'ai possibilité donc de le déclencher ici. Donc, je vais cliquer sur Run Workflow. Voilà. Et ensuite, le workflow va venir s'exécuter et va venir exécuter les jobs en fonction de ce que j'ai paramétré. OK. Donc, une fois que le workflow est terminé, donc quand tout se passe bien, alors, en général, ça ne se passe jamais bien du premier coup, évidemment. Hein, vous allez avoir du rouge. Et puis, au niveau du rouge, ici, vous allez avoir les logs de votre workflow, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Donc là, ici, là, une fois que le workflow a été exécuté, vous pouvez aller voir les logs et puis voir les logs job par job. D'accord? Donc, c'est là où on peut voir ici, quand un job va s'exécuter, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va récupérer les actions dont il va avoir besoin pour exécuter ce job. Donc là, on voit les actions checkout, donc le job qui permet de récupérer le repository sur le runner, et puis le job upload artefact. Ensuite, j'avais un step qui s'appelait build JSON. Donc c'est là où on voit effectivement la conversion du fichier bicep en JSON ici. D'accord. Sur la partie build app, ici, je vois le résultat du check du code Java, ici. D'accord. Ici, j'ai une vue aussi, par exemple, du what if, d'accord, le check IAC. Avec, si j'applique ce template, je vais avoir trois ressources de créer, d'accord. Ensuite, ici, j'ai une vue du job, là, où il déploie le template, d'accord, ici. Et puis, la partie ici, deploy app, qui me permet de voir qu'effectivement, mon application s'est bien installée dans ma web app, et puis avec les liens pour pouvoir s'y connecter. Voilà. Ça, c'était la partie déclenchement workflow, les logs, d'accord, du workflow. Et puis ici, c'est une petite copie d'écran, comment paramétrer, vous vous souvenez, je vous ai montré la partie j'approuve, j'ai besoin d'approuver un déploiement. Donc là, vous allez aller dans la partie setting, vous allez partir dans la partie environnement ici. Ensuite, vous allez créer un environnement. Donc là, j'ai créé un environnement test-dev. Et puis ici, c'est là où vous allez rentrer les utilisateurs ici qui seront des reviewers qui pourront déclencher le déploiement. Voilà. Ça, c'est la partie secrète. Je vous en ai
parler dans cette démonstration, hein, avec les variables d'environnement qui n'avaient rien à faire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en général, on les met là. Vous allez aller dans Settings, Secrète. Ensuite, vous allez rajouter New Repository Secret ici. Et ensuite, vous allez rentrer vos secrets. Et ensuite, vous irez les chercher en dollars, deux accolades, secrète avec un S, point, et le nom ici qui correspond à votre secret. Voilà. J'en ai terminé pour la partie workflow GitHub Action. On continue sur une nouveauté donc, qui a été annoncée à Ignite, c'est le fait de pouvoir exporter des stratégies d'Azure Policy dans GitHub. D'accord. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va, quand vous allez suivre un assistant, il va vous créer donc donc évidemment, il faut avoir un repo Azure GitHub. Ensuite, il va vous créer un workflow. D'accord. Ensuite, il va vous récupérer deux fichiers JSON. Un premier, le fichier de stratégie et ensuite le fichier d'assignement. D'accord. Ensuite, bien évidemment, on va pouvoir réutiliser ce workflow pour pouvoir pousser ça dans vos abonnements. Comment ça va se passer ici? Pour pouvoir mettre ça en œuvre, vous allez aller dans votre console Azure. Ici, dans cette console, vous allez récupérer donc des stratégies que vous avez créées ou des stratégies qui sont déjà prêtes à l'emploi. Ici, j'en ai une que j'ai dupliquée qui propose justement sur lequel on va forcer les utilisateurs simplement à déployer certaines SKU, donc certaines machines virtuelles. D'accord? Donc, c'est celle-là que je vais prendre. Je vais ici la sélectionner. Je vois la définition de cette stratégie. Donc, évidemment, c'est écrit on est sur du JSON. Et puis, à qui je l'ai assigné, effectivement, ici, je vois, je l'ai assigné à un abonnement. Et puis, ici, à un ressource group qui s'appelle TDF Azure. OK. Ensuite, ce que je vais faire, toujours dans la console, je vais venir exporter. D'accord. Donc là, je vais faire exporter une définition ici. Et là, c'est là où on va me guider dans un assistant qui va me permettre d'exporter ça dans un environnement GitHub, dans un repo GitHub. Donc là, ici, je vais être obligé de m'authentifier sur mon repository GitHub. D'accord. Je vais choisir le nom du repository, la branche de repository. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur Add Policy Definition. Ensuite, c'est là où je vais venir chercher ce que je souhaite exporter. Donc là, je vais retourner, on va me demander quelle souscription, quelle ressource groupe, et c'est là où je vais venir récupérer ma stratégie que je souhaite exporter. OK. OK, donc une fois qu'on a terminé ça, théoriquement, ici, ce qui va se passer, c'est que tout est bien, j'ai tout récupéré, et ensuite, il ne reste plus qu'ici à exporter ça tranquillement. Ensuite, à la fin de cet assistant, je vais cliquer sur mon repository GitHub, en haut à droite ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait dans mon GitHub, dans mon repo GitHub? Il m'a créé les trois fichiers. Donc, le premier fichier YAML, d'accord, qui est le Manage Azure Policy, d'accord. Un autre fichier YAML qui est le fichier de la stratégie en elle-même. Et puis, un fichier policy.json, ça je l'avais déjà montré. Ici, on va se retrouver avec un repository, avec mon repository, donc avec avec deux répertoires. Le premier qui va récupérer, donc le premier répertoire qui est le policy, ensuite load virtual machine size, etc., etc. C'est là où on va retrouver les deux fichiers JSON. Et puis ensuite, un répertoire .github.workflow où sera stocké le workflow. D'accord. Le workflow, il va ressembler à ça. Il vous l'a généré automatiquement ici. Donc, le workflow, donc, on va retrouver son nom, on va retrouver sa méthode de déclenchement ici, son trigger. Et puis ensuite, on va ici le déployer manuellement. OK. Et puis là, tout ça, il vous a généré ce workflow de manière à utiliser une action ici qui est celle-là. Cette action ligne 29 ici, qui est une action prête à l'emploi, qui a été faite par les équipes Azure, qui vous permettent justement d'aller importer ou exporter ces stratégies.
Rappelons l'usage de tout ça, hein. L'usage à terme, c'est d'avoir l'ensemble de ces policies sous la forme de code, stocké Absolument. dans un GitHub, potentiellement versionné à côté du code d'infrastructure ou du code applicatif, et de se dire, quand on va faire une nouvelle version ou quoi, quand on change les stratégies, ça va passer par des mécanismes standards de gestion de repo, où des gens changent du paramètre, font une pull request pour être validé par des tiers, qui Ouais. valident ça, ce qui va déclencher derrière un merge et le déclenchement d'un déploiement du côté Azure. Donc Absolument. déploiement du côté Azure sera simplement la mise à jour des policies côté Azure. Parce que côté Azure, c'est déjà du code, donc sauf que là, le code de référence va devenir effectivement dans le GitHub, et c'est ensuite le GitHub qui va pousser ce code. La fonction d'export qui est en preview, elle permet facilement en gros de reprendre des choses existantes côté Ouais. portail et de les envoyer après dans le GitHub. Absolument. OK. Et puis, il vous a aussi, pareil, donc tout ça, hein, il vous a paramétré toute la partie gestion de secret, hein, puisqu'effectivement, la partie pour pouvoir se connecter dans l'environnement Azure, donc tout ça, ça a été fait automatiquement. OK, après pour pouvoir déclencher, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, vous allez aller dans le repo, action, et puis ensuite vous allez lancer le workflow manuellement. Encore une fois, hein, ça peut être fait autrement, hein, peut-être au travers d'une pull request ou d'un push sur une branche. OK. Puis là, ensuite, on voit le workflow s'exécuter correctement. Et puis, a priori, ça se passe bien. Et puis ici, vous avez ici le résultat de ce qui a été fait par rapport à ce workflow. Donc là, a priori, la policy a bien été envoyée dans mon repo. Et puis, je la récupère ici. Pour finir, quand vous souhaitez voir, si vous voulez connaître la roadmap de GitHub, vous allez aller sur cette URL-là. C'est là où vous allez voir un peu la roadmap de GitHub et puis la partie changelog, donc tout ce qui est nouveauté, tout ce qui arrive sur étagère. Voilà. On est terminé sur le chapitre GitHub, mon ami Stan, et je te laisse la main sur les nouveautés d'Azure Key Vault. Eh bien oui, Pierre, nous allons terminer par Azure Key Vault. Alors Azure Key Vault, service qui permet de stocker des choses sensibles comme des secrets ou des clés cryptographiques ou encore des certificats. Donc une petite évolution que je trouve intéressante, c'est l'arrivée, c'est en GA, ça y est, d'une deuxième option pour la partie autorisation d'accès au data plane. Historiquement, dans Azure Key Vault, on a le airbag d'Azure qui permet de définir qui a le droit de faire des opérations sur le control plane, c'est en gros sur la configuration d'Azure Key Vault. Mais pour la partie gestion des accès auprès de Key Vault, on passait, et on va encore passer, par des access policies qui sont des propriétés liées au Key Vault. Pour le coup, désormais, on va pouvoir utiliser en fait le airbag d'Azure Active Directory pour définir les accès à la partie données, au data plane, et pour cela, on va avoir tout un ensemble en fait de nouveaux rôles pré-créés, built-in, qui vont permettre effectivement de gérer l'accès en fait au data plane d'Azure Key Vault. Donc c'est une façon de pouvoir déléguer justement la gestion de l'accès à ces secrets, certificats et clés, et du coup avoir un seul endroit où gérer en gros les permissions sur l'ensemble des Key Vault, parce que du coup on va pouvoir jouer sur des groupes et dire tous les gens membres de ce groupe pourront accéder à telle ressource de tous les Key Vault, etc., etc. Donc vous voyez que le nombre de built-in a largement augmenté par rapport à avant. On voit la notion effectivement de crypto officer, on voit la notion de secret officer et quelque part de certificate officer. Donc on va avoir ceux qui vont être effectivement les utilisateurs de tout ça. Donc où est-ce que ça se matérialise quand on fait l'installation de tout ça? Quand vous allez créer un Key Vault, sur la partie Access Policy, vous avez désormais une nouvelle option ici qui est le Permission Model. Historiquement, le Permission Model est basé sur le Vault Access Policy. Désormais, on peut dire je sélectionne le Azure Role Based Access Control, donc le airbag d'Azure qui va utiliser du coup les custom roles, ou les rôles built-in plutôt d'Azure. D'accord. Du coup, la configuration des accès au data plane, historiquement, on venait dans la partie, une fois que le Key Vault était instancié sur la partie Azure Policy, et ensuite on venait rajouter ces permissions d'accès. Là, ici, si je suis configuré en mode Azure Role Based Access Control, on vous dit pour gérer les accès, retournez là-haut sur la partie IAM
Identity and Access Management, et en gros configurer le airbag avec les bons rôles pour les bons accès. Tout simplement. Eh bien, pas de questions, pas de réponses, parce que on est à la fin en fait du séminaire, à la fin de cette vidéo. Et donc, eh ben, il nous reste en fait à vous remercier. On vous remercie de votre participation, c'est-à-dire d'avoir visualisé les 2 vidéos ici dédiées au Tour de France. Et on est encore très, très heureux de vous avoir rencontré. Donc c'était la deuxième partie de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à revenir ou à regarder les autres vidéos du Tour de France, notamment la partie infrastructure. Il y aura quelque part un lien par là, peut-être, ou par là. Je sais pas trop. En fait, je sais pas très bien faire ce genre de truc, mais normalement, vous devriez trouver des liens pour voir d'autres choses. On vous remercie encore. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.